Salut toi. La semaine dernière, j'étais en train de parler avec une connaissance, un mec qu'on va appeler Antoine, et on parlait d'une tierce personne qu'on va appeler Charles. Et du coup, on parlait de Charles, et Antoine me disait oui, Charles il se laisse aller, il sait pas quoi faire de sa vie, franchement, il se bouge pas et tout. Et moi, je lui disais, mais c'est normal, c'est parce que Charles est dépressif. Charles, il a vécu un décès il y a pas très longtemps, il se sentait vraiment pas très bien. Il y a mon chien qui veut monter, je sais pas si je peux le faire alors que j'ai un café extrêmement chaud devant moi. Allons-y. Hop, tu te calmes. Directement. Non, ne bois pas le café. Et du coup, on parlait de Charles, et moi je lui disais je disais à Antoine qu'il était dépressif, Charles, et Antoine me disait, mais pourquoi tout de suite les grands mots? Il est pas dépressif, il se laisse juste aller. Il fait rien de sa vie. Ouais, non, c'est juste que quand il faut lui mettre un coup de pied au cul, il peut se mettre un coup de pied au cul. Et je dois avouer que sur mon temps libre, j'ai pas le temps d'expliquer les choses. Je prends pas le temps d'expliquer les choses. Et déjà, d'une part, j'ai pas le temps, et ensuite, je le prends pas parce que j'ai pas envie. Et c'est affreux à dire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, quand je suis sur mon temps libre, j'écoute beaucoup moins les gens me raconter leur histoire personnelle, et je prends beaucoup moins le temps d'expliquer les choses, tout simplement parce que c'est mon métier. C'est mon métier d'écouter les gens toute la journée, de leur expliquer les choses, et ils me payent pour ça. Et c'est difficile de sortir de là et d'écouter les histoires des autres et de devoir leur prodiguer des conseils. Enfin, des fois, je peux pas. J'ai eu mes propres problèmes aussi. D'ailleurs, on va en parler dans une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai des choses à régler moi aussi, et c'est difficile pour moi. C'est difficile de... Parfois, je culpabilise de pas expliquer en longueur les choses. Je pourrais très bien expliquer à Antoine ce que c'est que la dépression et pourquoi est-ce que je dis que Charles est dépressif, pour que il soit un peu plus empathique et un peu plus bienveillant envers Charles et que la situation aille mieux. Sauf que ça prend un temps infini et que effectivement je suis pas payée pour ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Et pourquoi est-ce que ça a l'air horrible? Parce qu'il y a un syndrome qui te fait tomber dans le travers inverse, qui s'appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, comme son nom l'indique, c'est vouloir sauver les gens à tout prix, en se fatiguant, en s'épuisant, en allant jusqu'au burn-out, pour sauver toutes les personnes autour de soi. Et le syndrome du sauveur, c'est un triangle. Je crois que ça s'appelle le triangle de Cartman. Ça m'a l'air bizarre comme nom. Peut-être que je mettrai le lien en description, ou peut-être que Anto, tu vas passer par là et que tu vas mettre un commentaire, je ne sais pas. Et ce triangle, en fait, donc d'un côté, il y a le sauveur. De l'autre côté, il y a le bourreau, enfin une pointe, une autre pointe, le bourreau. Et puis la troisième pointe, il y a la victime. Et quand on est sauveur, on est forcément bourreau d'un autre côté et victime encore d'un autre côté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre le plus. C'est que quelqu'un qui essaye de sauver à tout prix son entourage, sa famille, ses amis, c'est quelqu'un qui est certainement victime quelque part. Et ça, très peu de personnes le savent. Et comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai été une enfant maltraitée. J'ai été maltraitée psychologiquement, plus tard physiquement, il y a eu des menaces, il y a eu plein de choses absolument affreuses qui me sont arrivées.
Et du coup, j'ai développé, malgré moi, ce syndrome du sauveur où je voulais absolument tout expliquer aux gens pour qu'ils sachent exactement et qui aussi soient sauvés, qui se sentent mieux dans leur vie. Et quand ils me demandaient des conseils et qu'ils les appliquaient pas, qu'ils se sentaient pas mieux, et ben soit je m'épuisais à leur expliquer, soit je m'énervais contre eux. Et là, je devenais persécuteur aussi, malgré moi. Et c'est un truc qu'il faut absolument comprendre aussi chez les thérapeutes, parce qu'il y a énormément de thérapeutes, de gens du personnel de santé, qui ont ce syndrome du sauveur et qui se soignent pas du tout pour ça. Par exemple, ma mère est infirmière anesthésiste, et elle a eu énormément... Enfin, j'ai beaucoup ressenti qu'elle avait ce syndrome du sauveur, où elle voulait beaucoup sauver les gens autour d'elle, avoir un métier dans lequel elle se sentait utile, alors que vraiment c'était chez elle et dans sa famille qu'elle était victime. Et finalement, elle nous a persécutés, moi et mon frère, quand elle nous a eus. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire énormément attention quand on est thérapeute. C'est-à-dire qu'on a envie de sauver les gens, on a envie d'être utile dans la société, on en a énormément envie, et si on règle pas le syndrome du sauveur, on peut devenir très vite les persécuteurs des gens qui nous entourent. Et je vais donner un exemple très simple. On perd souvent notre sang-froid avec les haters sur internet, par exemple. Et quand t'as confiance en toi et que tu sais que ton message il est bon, et que oui, t'as non seulement confiance en toi, mais aussi confiance en ton message, confiance en ton travail, tu te fiches pas mal de ce que les haters vont te dire. Et quand tu leur réponds, c'est souvent sur le ton de la blague, que eux prennent pour un ton condescendant, et qui finalement est juste une histoire un mécanisme de défense pour leur dire voilà, je fais une pirouette, et puis je me sors de cette situation. Et quand eux s'énervent, généralement tu surenchéris pas, puisque tu t'en fous en fait. Et tu t'en fous qu'un gamin de 13 ans vienne t'insulter. Voilà, si un gamin de 13 ans venait m'insulter dans la rue, je lui dirais mais qu'est-ce que t'as, enfin, quel est ton projet, est-ce que tu as besoin d'un accompagnement, je suis coach de vie, je te laisse ma carte, enfin voilà, je serais plus dans l'empathie que dans l'agressivité. Et les personnes qui ont souvent, les personnes qui ont des problèmes avec les haters, des gros problèmes, et avec qui ça escalade, généralement, soit ils ont envie de les sauver, soit ils supportent pas d'être persécutés, et du coup ça escalade. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de filles qui se font harceler par d'autres youtubeurs, par exemple. Des youtubeurs qui sont non seulement des haters, mais des gens qui sont hyper toxiques, et qui plutôt que de s'extraire de cette situation, de couper les ponts, ou alors de mettre en place des sanctions pénales pour harcèlement, ce genre de choses, et ben elles essayent d'aller dans la négociation. Sauf qu'on négocie pas avec les terroristes. Et cette négociation, c'est ça qui les perd. Et la plupart des youtubeurs, quand ils essaient d'entrer dans la négociation, c'est ça qui les perd aussi. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver le bon argument, le bon moyen, le bon angle pour faire avancer la conversation. Sauf que les personnes qui sont pas d'accord avec toi, généralement, elles sont juste pas d'accord avec toi. Elles ont pas envie de changer d'avis pour toi. Et toi, t'as pas envie de changer d'avis pour elles non plus. Quelqu'un qui a tort en face de toi, à qui t'as absolument envie d'exprimer ton désaccord, tu n'as pas envie de trouver un accord avec. Ou ça arrive très très peu. Généralement, t'exprimes un désaccord et puis il y a peut-être un débat. Moi, les débats, ça me fatigue très très vite.
Et au final, le point d'accord, c'est toujours mettons-nous d'accord d'être en désaccord. C'est très compliqué finalement de gérer ça. Et du coup, c'est aussi très compliqué de ne pas s'épuiser à vouloir sauver quelqu'un ou alors de se défendre d'un persécuteur. Et très peu de gens qui sont dans ce triangle, surtout savent pas qu'ils sont les victimes de quelque chose. Parce qu'encore une fois, dans le cercle de la maltraitance, quand on est maltraité, on a toujours une bonne raison d'être maltraité. Nos parents nous maltraitent parce qu'on nous aime, on est puni par un professeur parce que le système est comme ça et parce qu'on a fait une bêtise. Pourquoi pas donner une simple explication de ce qu'il ne faut pas faire et avancer d'un autre côté. Enfin, je sais pas, il y a plein d'autres choses à faire. Cluedo, t'es bien. Et du coup, comme on a intégré cette notion de maltraitance très 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 profondément, comme quoi c'était quelque chose qui était justifiable, que l'agressivité et la violence c'était des choses qui pouvaient se justifier, qu'on pouvait manifester et prendre un pays en cassant des choses, ou en les brûlant, ou en, je sais pas, en faisant quelque chose de violent pour faire réagir les personnes en face. Et ben quand nous-mêmes on est victime de cette violence-là, au final, et ben on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et c'est super super dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'épuisent complètement, tout le temps, à essayer de faire évoluer une situation, alors qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes victimes de quelque chose et qui persécutent quelqu'un d'autre ou autre chose dans une autre situation, et qu'ils font partie d'un triangle qui est hyper vicieux et hyper dangereux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et autre chose, Cluedo regarde directement la caméra, c'est ça. Autre chose, c'est que dans tout ce qui est troubles psy, il y a très peu de gens, on est très peu informés sur les troubles psychiques. Très très peu. Sur tous les mécanismes psychiques. Là, je parle du triangle de Cartman, mais donc je sais toujours pas si c'est le bon nom, mais le syndrome du sauveur, disons. Mais aussi, on est très peu, informés de plein de choses. Par exemple, pour la maltraitance, on sait pas qu'il y a un numéro vert gratuit et qui n'apparaît pas sur les relevés téléphoniques, qui s'appelle le 119, où les enfants peuvent appeler de manière sécure si jamais ils sont témoins ou victimes de maltraitance, et où les adultes aussi peuvent avoir un conseiller dans les droits de l'enfance. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, et on le sait très peu. On sait très peu ce que c'est que la maltraitance. Beaucoup détestent ce mot parce qu'ils associent ça à de la maltraitance physique, alors que la maltraitance, c'est juste le fait de maltraiter quelqu'un, de traiter mal quelqu'un. Donc le cadre, il faut le définir parce qu'on le connaît pas. Et aussi, peu de gens connaissent la maltraitance psychologique. Donc, et ne savent pas où commence le cadre de la maltraitance physique. Pour beaucoup, la fessée, la gifle sur un enfant, c'est pas de la maltraitance. C'est une méthode éducationnelle. Sauf que non. Ça a été banni dans beaucoup de pays. Et c'est parce que c'est de la maltraitance. Parce qu'on ne frappe pas les enfants. Même sur les fesses. Et surtout pas au visage. Et si je mettais une fessée à un adulte, ouais, c'est pas le bon exemple. Si je mettais une gifle à un adulte, ça serait considéré comme une agression, alors que si je la mets sur un enfant, c'est parfaitement accepté. Enfin, il y a 2 poids 2 mesures, ça ne se fait pas.
Ça se fait pas. Je vais prendre un petit peu de café parce que je suis fatiguée quand même. Et du coup, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à un consensus. D'une part, de reconnaître que Charles, qui est en dépression, est dépressif, que c'est une maladie qui est handicapante, qui est envahissante. En quoi ça l'est pour les gens qui connaissent pas la dépression? La dépression, c'est une particularité neurologique. On naît avec la dépression. Et quand on a un des deux parents qui est dépressif, je crois qu'on a 4 fois plus de chances d'être dépressif soi-même. C'est une particularité neurologique qui fait qu'on voit moins bien les couleurs, qu'on ressent moins bien les goûts, et qu'on est vulnérable à d'autres troubles psychiques, comme la bipolarité, la schizophrénie, ce genre de choses. Et généralement, la dépression, ça se déclare via ce qu'on appelle une décompensation, c'est-à-dire que y a un moment dans notre vie où on rencontre une situation qui est plus ou moins grave, et qui, selon notre perception, nous fait avoir une dépression, une première dépression. Et puis ensuite, on passe par une phase de rémission, et puis ensuite, on a des stades dépressifs qu'il faut gérer tout au long de notre vie. Et ces stades dépressifs, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, il y a un ralentissement psychomoteur qui fait que on réfléchit moins bien. On n'arrive plus à faire les choses correctement. Une avolition, la perte de volonté. C'est-à-dire qu'on met un temps fou à aller poster une lettre, acheter une baguette. Ça demande une énergie folle. C'est affreux. Et c'est parce que le cerveau est affecté. Et qu'il est difficile de s'en sortir. Et puis, il y a ce sentiment de désespoir. C'est pas seulement de la tristesse, hein, c'est vraiment du désespoir qui fait que on se sent mal. On se sent mal, et que la seule issue, c'est pour beaucoup la mort. Et ils se suicident pas par égoïsme, ils se suicident parce qu'ils ont mal tout le temps et que cette douleur psychique, elle est difficile à comprendre. On est dans une société qui n'apprend pas du tout ce que c'est que la douleur psychique. Du coup, ils ne comprennent pas ce que c'est que cette douleur. Ils ne savent pas pourquoi ils sont tristes tout le temps. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans ce désespoir qui est absolument affreux. Et le seul moyen de faire comprendre à leur cerveau cette phase, cette douleur psychique, c'est de la transformer en douleur physique. Ça s'appelle une somatisation. Et les gens qui sont dépressifs se font du mal, se scarifient, se tapent la tête contre les murs et vont jusqu'à se suicider. Donc c'est une maladie qui est très grave, puisque c'est une maladie qui est mortelle. C'est mortel, une dépression. Donc non, les dépressifs, il suffit pas juste de leur mettre un coup de pied au cul pour qu'ils avancent. Non, c'est grave. Et la plupart ont besoin d'un traitement médicamenteux pour changer la chimie qu'il y a dans leur cerveau pour avancer. Et quel que soit le nombre d'heures de sport qu'ils font dans la semaine, quel que soit le nombre de légumes qu'ils mangent, quelle que soit la routine qu'ils ont, effectivement, tous ces facteurs aident, mais ça ne guérit pas de la dépression. Devenir marathonien ne guérit pas de la dépression. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus sur ma page Facebook, si jamais vous avez le temps et l'envie d'aller le regarder. Et d'un autre côté, je comprends qu'on soit pas informé de toutes ces maladies psychiques. Je le comprends tout à fait. Je le comprends parce que c'est quelque chose qui nous paraît pas quantifiable. Parce qu'un cerveau humain, chaque cerveau est différent. Donc comment est-ce qu'on peut mettre une base de maladie avec des caractéristiques très précises sur plein de supports différents comme les cerveaux humains? C'est pas possible.
Les chercheurs ont trouvé des points communs qu'on appelle les symptômes, qu'ils ont regroupés en syndromes, mais plusieurs syndromes font un trouble. Et ces troubles-là, ils sont répertoriés, les troubles psychiques sont répertoriés dans 2 systèmes de classification principaux. C'est le DSM, le manuel diagnostique des troubles psychiques, et le CIM, je crois que c'est le manuel international de classification des maladies. Et il y en a un qui est plus Amérique du Nord et l'autre qui est plus monde, je sais pas, en tout cas les 2 se valent complètement. Hein. Voilà, donc c'est important à savoir que les troubles psychiques, ça existe vraiment, et que le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui existe vraiment, et surtout chez les gens qui diagnostiquent les troubles psychiques. Mais aussi beaucoup d'autres, hein, évidemment. Voilà. Donc, j'ai fini mon explication. J'espère que cette vidéo était claire et que ça vous a plu et que ça vous a aidé à comprendre certaines choses. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous en prie. Et puis, c'est tout. Allez, bisous!